Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et merci à ceux qui nous suivent en distance. Je vais ce soir vraiment balayer vraiment les dernières recherches. Je dirais on va vraiment voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis le début de ce XXIe siècle. Il y a eu des grandes nouveautés que je vais vous présenter ce soir, des nouveautés de fossiles humains qui ont été découverts, mais également des grandes nouveautés du point de vue de l'histoire de la paléontologie, l'histoire de comment on voit un peu nos origines, et également aussi des nouvelles techniques qui ont été introduites qui ont vraiment modifié la façon de voir l'évolution humaine. Alors, dans le titre, je n'ai parlé que de Denisova, de Naledi, de Flores, mais nous verrons au cours de cette conférence que la famille s'agrandit de jour en jour. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une nouvelle espèce qui a été créée, Homo bodoensis, une espèce africaine. Nous allons voir au cours de ce parcours très rapide d'environ 1 heure, qu'est-ce qu'il en est de toutes ces nouvelles espèces et qu'est-ce que ça nous apprend, pas simplement sur notre passé, mais également sur notre présent. Alors aujourd'hui, c'est une évidence, nous sommes une seule espèce d'humains sur Terre, Homo sapiens, et nous sommes une espèce extrêmement nombreuse, puisque nous sommes presque 8 milliards d'humains, mais cela n'a pas toujours été le cas, et pas simplement il y avait des espèces qui nous ont précédés, mais nous, Homo sapiens, nous avons vécu avec d'autres humains pendant des périodes plus ou moins longues. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Alors voilà un schéma que malheureusement on trouve encore très fréquemment dans les journaux, qu'on peut voir un peu partout. Mais c'est un schéma qui est bien utile pour introduire cette conférence parce qu'il permet vraiment de voir à quel point depuis, disons, une quarantaine d'années, nous avons changé de vision du monde. Alors autrefois, et ça depuis le début de la paléoanthropologie, depuis les premières découvertes au XIXe siècle, on avait l'idée d'une évolution humaine qui était un modèle extrêmement simple, un modèle linéaire, c'est-à-dire il y avait des séries de fossiles, et au cours, c'était vraiment une évolution graduelle, et au cours du temps, on trouvait des fossiles qui étaient de plus en plus évolués, et cette évolution se basait essentiellement sur 2 caractères. On partait du principe que ce qui fait nous, Homo sapiens, c'est essentiellement le fait que nous soyons bipèdes et le fait que nous ayons un grand cerveau. Et c'est donc dans ce sens que ce schéma est intéressant, parce qu'il met vraiment, au fur et à mesure des découvertes fossiles, il montre à quel point on devient de plus en plus bipède et à quel point notre cerveau devient de plus en plus grand. Et donc toutes les formes qui précédaient Homo sapiens, c'était des formes intermédiaires, du point de vue chronologique, tous les fossiles, Néandertal, Homo erectus, Homo habilis, etc., précédaient Homo sapiens, et également du point de vue anatomique, on était en quelque sorte, tous les fossiles avant Homo sapiens étaient intermédiaires entre des formes plus archaïques et des formes Homo sapiens, et le côté intermédiaire se retrouvait également dans le côté capacité technique et cognitive et sociale. Et c'est ce schéma-là, d'une part, d'évolution graduelle chronologique, linéaire, qui a complètement éclaté, et également, on va voir, il y a des espèces qui sont contemporaines les unes des autres, et également, on va voir que ce qui fait l'humain, ce n'est pas ce qu'on croyait qui faisait l'humain au XXe siècle ou même au XIXe siècle. Alors ce schéma doit être vraiment complètement oublié. Voilà maintenant un schéma un peu plus complexe qui montre notre évolution humaine. Nous ne sommes plus dans une ligne droite, mais dans une sorte de buisson, si toutefois on peut parler de buisson. Ici, je n'ai pris que les 2 derniers millions d'années. Et vous voyez que ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est surtout de regarder, si vous regardez à partir de la flèche où c'est marqué 300 000 ans, eh bien nous voyons que d'une part, il y a Homo sapiens, donc notre espèce, mais nous trouvons à côté Homo neanderthalensis, les fameux néandertaliens, mais nous trouvons également d'autres espèces qui sont apparues au cours de ces derniers 20 ans, en particulier Homo
florensis dont nous allons parler, Denisova, et puis les Naledi et Luzonensis dont nous allons également parler. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui est bien différent par rapport à ce qu'on pensait dans le schéma linéaire, c'est qu'une espèce ne donne pas l'autre, mais des espèces vivent à la même époque, parfois même sur le même territoire, dans une même région, et parfois dans des régions différentes. Donc nous allons voir ensemble comment nous sommes arrivés à ce genre de schéma complexe. Alors c'est toujours la même chose, il y a bien sûr des fouilles, mais il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu. Alors ici, je vous ai mis un schéma qui est un schéma déjà un peu ancien, que j'avais bâti avec un de mes étudiants qui est maintenant chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, Aurélien Mounier. Et c'est un schéma qui illustre assez bien ce que nous pensions en 2011 de ce qui était l'évolution humaine. Vous voyez que ce schéma montre quelque chose qui est extrêmement important, c'est que, en principe, les différences qu'on peut observer entre des espèces, c'est des différences parce que, à partir d'une espèce souche, ici par exemple vous pouvez prendre l'espèce qu'on appelle Homo heidelbergensis, et bien par différenciation, dans ce schéma on considère que Homo heidelbergensis est une espèce afro-européenne, et à partir de cette souche, on a une différenciation en Europe des Néandertaliens et en Afrique de Homo sapiens. Et vous voyez qu'en 2011, nous avons mis la différenciation d'Homo sapiens, la spéciation, aux alentours de 250 000 ans, parce qu'en 2011, c'est ce qu'on pensait, c'est qu'Homo sapiens était une espèce africaine, une espèce qui avait surgi en Europe de l'Est, en Afrique de l'Est, et surtout une espèce qui était donc bien inféodée à un certain territoire, qui va aller en Eurasie après, et Néandertal, une espèce européenne. Et donc, dans ce schéma, donc, la souche était ce fameux Homo heidelbergensis, appelé ainsi à partir de la mandibule qu'on a trouvée il y a fort longtemps, en 1907, dans la ville, à côté de la ville de Heidelberg. Et c'est la souche, on pensait, de cette population à la fois européenne, néandertale, et africaine, Homo sapiens. En quelque sorte, on peut dire qu'on a ici une explication assez simple de comment se forment des espèces. C'est par éloignement géographique, c'est une des hypothèses, et surtout par faible contact avec les autres espèces. Alors, c'est un problème en paléoanthropologie de retenir cette définition. Nous allons y revenir un peu plus tard. Alors, depuis ce schéma, depuis 2011, nous savons quelque chose d'extrêmement important. C'est que c'est vrai que Homo sapiens est une espèce africaine, mais elle est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croyait. Et en particulier, des fossiles ont été trouvés au Maroc. Des fossiles, on en avait déjà trouvé une partie, mais d'autres fouilles ont pu permettre de trouver d'autres fossiles. Avec des nouvelles méthodes, on a pu les dater, on a pu faire des nouvelles études, et ces fossiles ont environ 300 000 ans. Donc on peut dire que l'origine de Homo sapiens en Afrique est au moins vieille de 300 000 ans, exactement comme l'origine de Néandertal en Europe est vieille au moins de 300 000 ans, voire plus. Donc vous voyez vraiment quelque chose de très important, c'est qu'au moment où en Afrique se différencie Sapiens, en Europe se différencie Néandertal. Alors si nous revenons aux nouvelles espèces que nous avons depuis le début du XXIe siècle, il y a eu des grandes surprises. Je vous ai mis cette carte qui illustre l'Afrique et l'Eurasie, parce que bien sûr le peuplement des Amériques se fera bien plus tard. Et donc dans cette carte, je vous ai mis des numéros qui représentent les 7 espèces qui ont été nommées, mais surtout découvertes depuis le début du XXIe siècle. Vous voyez qu'il y a des espèces surtout eurasiatiques et 2 espèces africaines sur lesquelles nous reviendrons.
Alors, nous commençons par la première espèce qui a été découverte, qui est au cours de fouilles. Ça, c'est très important, parce que ce que je veux accentuer dans cet exposé, c'est que ce n'est pas la même situation quand on trouve des espèces au cours de fouilles, dans un milieu qu'on connaît bien, dans lequel on connaît la faune, on connaît les outils qui sont associés, on connaît la géologie, on connaît le site bien, que quand on fait des découvertes fortuites. C'est toute une autre histoire parce que c'est beaucoup plus compliqué de donner des noms à des espèces à des découvertes fortuites dont on a très très peu d'éléments. Alors ici, c'est donc une carte qui illustre à la fois l'Indonésie et les Philippines. Et vous voyez deux découvertes importantes. La première, Homo floresiensis, découvert en 2004, c'est-à-dire les fossiles ont été découverts en 2003, mais ils ont été publiés la première fois en 2004, et une espèce un peu plus récente qui a été publiée en 2019, Homo luzonensis. Alors déjà, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est la position géographique de ces deux espèces, et c'est un point qui est extrêmement important. Alors voici une image de la grotte où a été découvert, c'est la grotte de Liang Bua en Indonésie, où a été découvert ces humains de Flores. Et ce sont des fouilles, très importantes, qui sont des fouilles donc faites par une équipe internationale à la fois indonésienne et australienne. Et c'est au cours de ces fouilles qu'ils ont trouvé des restes humains. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles datations sur ces restes humains nous donnent une période pour ces hommes de Flores qui va de 95 000 ans à 50 000 ans. Mais au départ, quand ils ont été publiés en 2004, on avait pensé que les hommes de Flores avaient pu vivre jusqu'à environ 16 000 ans. De toute façon, il est clair que l'homme de Flores est contemporain d'Homo sapiens, et qu'il a pu même rencontrer les premiers Homo sapiens qui ont été en Eurasie. Alors, cet homme de Flores, c'était une découverte, je peux vous dire, en 2004, qui était extrêmement surprenante, qui a soulevé beaucoup de scepticisme, pas simplement parmi le grand public, mais même parmi les chercheurs, en dépit du fait que la fouille était bien menée, que les chercheurs qui ont publié sont des chercheurs qui sont tout à fait respectables et qu'on connaissait et pour lesquels nous avons beaucoup de confiance. Mais c'était tellement surprenant comme découverte que ça crée vraiment énormément disons, de surprises. Alors, la chance que nous avons avec Flores, c'est que nous n'avons pas simplement un petit bout d'os. Nous avons un individu, une femme qui est quasiment complète, un squelette quasiment complet avec le crâne, la mandibule, et nous avons encore d'autres os. L'ensemble des fossiles récoltés à Flores donne au moins 7 individus. Donc vous voyez, on ne parle pas de simplement une petite dent isolée ou un petit bout, un fragment osseux, mais nous avons quand même une petite population extrêmement importante. Alors, pourquoi il y a eu cette surprise? Eh bien, vous allez le voir tout de suite, c'est que l'homme de Flores, que vous voyez ici sur la diapositive à votre gauche, eh bien, cet homme de Flores, c'est un homme qui a une très petite capacité crânienne, 380 cm3, c'est-à-dire qu'il est encore plus petit, la taille de son cerveau est encore plus petite que la taille du cerveau de Lucie, le célèbre Australopithèque, qui a 3 200 000 ans. Et pourtant, les datations donnaient un individu qui est entre 50 000, 100 000 et 50 000. Vous voyez que c'était surprenant d'avoir un individu avec cette petite capacité crânienne. Et d'autre part, les os du squelette post-crânien montraient également que c'était un squelette qui était un individu qui était très petit. Ça a été évalué aux alentours de 4 pieds, ça fait à peu près 1,20 m de hauteur. Donc, c'est pour ça que très souvent dans la littérature, vous trouvez, pour décrire les humains de Flores, sous le nom de Hobbit, le célèbre roman que vous connaissez, fait par le même auteur du Seigneur des Anneaux. Parce que vraiment, ce sont des petits Lilliputiens.
Alors, beaucoup de caractères sont surprenants, parce que pas simplement on est face à des individus qui sont de petite taille, avec un petit cerveau, mais également quand on analyse les os de la face et du squelette, on se trouve dans une situation qui est un peu étrange. Il y a à la fois des caractères qui semblent très très primitifs, certains rappellent les australopithèques, même parfois Homo habilis, et d'autres caractères qui sont un peu plus modernes. Et alors c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement gênant, qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, à tel point que je vous ne cache pas qu'entre 2005 et 2015, il y a eu énormément d'études qui ont été publiées pour montrer qu'au fait, c'était un groupe de fossiles qui étaient pathologiques, qui avaient des pathologies qui faisaient qu'ils étaient petits et qui avaient des caractères particuliers. Donc on a évoqué toutes sortes de syndromes. Aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui est bien différent. On se pose la question si l'homme de Flores n'a pas au contraire évolué d'une façon un peu à part dans cette île qui était éloignée. Vous voyez, vous avez vu la carte au début, ce massif de l'Indonésie. Et on sait que l'île de Flores n'a jamais été complètement rattachée à la Terre, aux îles les plus grandes qui étaient autour. Parce que nous connaissons très très bien un phénomène qui est le phénomène de gigantisme ou de nanisme dans les îles. C'est un phénomène qu'on connaît depuis très très longtemps. C'est les fameuses lois de Forster qui montrent que dans les îles, il y a, pour les espèces, soit elles deviennent très grandes parce qu'elles n'ont pas de prédateurs, soit elles deviennent beaucoup plus petites parce que la nourriture à disposition n'est pas assez importante. Et dans le même site de Flores, donc ça, pour appuyer cette hypothèse que les humains de Flores avaient dérivé dans le sens d'un nanisme insulaire, nous avons trouvé également, a été trouvé dans le site, des éléphants, une espèce d'éléphant qu'on appelle ségodonte, qui est nain. Je vous ai mis sur cette image une image d'un éléphant qui fait en moyenne 14 pieds, et vous voyez que ces éléphants nains sont très petits, il faut 1 mètre environ. Alors ça ne doit pas nous surprendre parce que nous connaissons également ce phénomène dans des îles qui sont plus proches de nous. Par exemple, la Sicile, l'île de Crète, on connaît des populations d'éléphants nains, mais ça il y a très 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 longtemps, des hippopotames nains. Donc on sait que ce phénomène de nanisme et gigantisme existe dans des îles. Et vu qu'à Flores, nous avons ces éléphants nains, et en plus, si vous regardez bien la diapositive, pas simplement nous avons ces éléphants nains, mais nous avons des os de ces éléphants nains, de ces stégodontes, qui portent des traces d'outils pour des traces de boucherie. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'avant la découverte de Flores, il y avait une idée parmi les paléoanthropologues qui avait une sorte disons, capacité crânienne au-delà de laquelle on ne pouvait pas avoir des capacités cognitives pour pouvoir faire des outils. Et 380 cm3, c'était une capacité crânienne qui ne permettait absolument pas d'avoir des capacités cognitives pour faire des outils. Et vous voyez que là, nous avons des hommes très petits, nous avons la preuve de traces de boucherie sur des os, et également, il y a quelques outils qui ont été trouvés, certes pas aussi perfectionnés que ceux que nous connaissons pour l'Acheuilien ou pour d'autres époques, mais il y a quand même des outils. Donc, vous voyez, avec Flores, c'est tombé quelque chose d'extrêmement important que nous ne savions pas avant. Alors, l'explication, comme je vous le disais, c'est justement que ces humains ont dérivé dans cette île, comme beaucoup d'autres espèces, vers un phénomène de nanisme et de gigantisme. Là, je vous ai mis une autre image d'un oiseau qu'on trouvait, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qu'on trouvait à l'époque de Flores, de cet humain de Flores,
qui est un oiseau que nous connaissons dans d'autres endroits du monde, mais qui était ici extrêmement géant, qui faisait plus de 6 pieds. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plus d'1,80 m. Hein. Et à côté, la dessinatrice a mis une reproduction de Flores. Vous voyez que ça devait faire très très peur quand on rencontrait ces oiseaux. Mais d'autre part, peut-être que ces oiseaux étaient aussi une source de nourriture. Hein. Peut-être que les humains de Flores se nourrissaient des œufs de ces oiseaux-là, et donc ça pouvait être une source de nourriture extrêmement importante. Alors, pour étayer cette hypothèse, il y a un chercheur, Gerrit van den Berg, qui est à l'université, qui est en Australie, dans une université australienne, qui a essayé dans l'île de Flores d'effectuer d'autres fouilles, et il a trouvé un site, le site que ici est représenté, le site de Matamenje, dans lequel il a trouvé 2 petits fragments, une dent et un fragment de mandibule, plus des outils, et le site est daté d'environ 700 000 ans. Donc vous voyez, à Flores, cette île, nous avons des humains entre 100 et 50 000 ans, et nous avons également des restes, certes fragmentaires, à 700 000 ans. Mais ce qui est toujours intéressant et qu'il faut tenir présent, c'est que pendant toute cette période, 700 000 ans, 100 000 ans, l'île était complètement isolée. La seule façon de rejoindre l'île, c'était par navigation. Or, on ne connaît pas de navigation aussi ancienne. On peut le supposer, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît complètement farfelu. Alors, la situation de Flores, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut expliquer d'une façon un peu plus générale. Donc, je vous ai mis une carte des premières traces humaines en dehors de l'Afrique. Alors, vous savez, il y a eu des australopithèques, et à peu près, il y a environ 2 500 000 ans, il y a eu les premiers fossiles du genre Homo, qu'on trouve surtout en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud un peu. Et ces fossiles, on pense que c'est les représentants du genre Homo qui sont sortis hors d'Afrique, qui ont été colonisés l'Eurasie, et jusqu'à présent, on considérait que la colonisation de l'Eurasie n'aurait pu se faire que quand il y avait certaines capacités techniques très importantes, aussi une forme de collaboration, une forme aussi de collaboration pour pouvoir s'alimenter. Et on considérait qu'il fallait attendre une espèce, celle qu'on appelle Homo ergaster, qui sont les premiers vrais, les ancêtres du fameux Homo erectus, donc aux alentours de 1,8 million, pour penser possible la sortie hors d'Afrique pour la colonisation de l'Eurasie. En réalité, si vous regardez bien cette carte, vous vous rendez compte que certes, il y a des sites avec des restes humains très anciens, notamment dans la Géorgie, en Géorgie, dans le Caucase, on a les fameux hommes de Dimanis, qui ont 1,8 million, mais il y a également énormément de sites qui sont des sites très anciens, dans lesquels on n'a pas de restes humains, mais on a simplement des outils taillés qui indiquent la présence humaine, parce que, comme vous le savez, jusqu'à une date très récente, l'outil était un autre marqueur du fait qu'on est face au genre Homo. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce point, puisque vous allez avoir une autre conférence la semaine prochaine, mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des outils, des pierres taillées de l'industrie lithique en pierre, qui a été fabriquée avant le genre Homo, donc par des australopithèques, par des fossiles qui étaient là bien avant le genre Homo. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ces fossiles anciens qui sont arrivés à Flores, qui présentent des caractères d'Homo erectus, mais certains caractères sont presque plus proches d'Homo habilis. Est-ce qu'ils sont vraiment des caractères dérivés à partir d'Homo erectus, à partir d'1,8 million, ou est-ce que c'est des caractères dérivés des premiers habitants qui ont peuplé l'Eurasie? Et aujourd'hui, on se demande même
Si ces premiers habitants qui ont peuplé l'Eurasie, c'est peut-être une espèce encore plus ancienne qu'Homo erectus, ce serait peut-être même Homo habilis. Vous voyez, les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que nous avons des outils en Chine à 2,4 millions. Donc, comment expliquer ces outils très anciens à une époque? Il faut admettre que soit Homo habilis est sorti d'Afrique, ou alors il faut admettre qu'il y avait d'autres formes qu'on ne connaît pas encore, qui fabriquaient des outils ailleurs, mais ça paraît aujourd'hui absolument improbable. Alors la situation des humains de Flores est un peu la situation également que nous avons avec une autre espèce qui a été donc que l'on connaît depuis 2019, c'est-à-dire depuis la publication qui a été faite par un des découvreurs de ces fossiles dans l'île de Luçon, donc un des découvreurs qui est encore au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, Florent Détroit, qui, avec son collègue philippin et toute une équipe internationale, a travaillé dans cette île de Luçon, qui donc se trouve dans les Philippines. On est parti de l'Indonésie pour aller vers les Philippines. Et depuis 2007, Florent Détroit et ses collègues fouillent la grotte de Callao. Et depuis 2007, ils ont trouvé une série de restes humains en 2007, en 2011, en 2015. Et la publication en 2019, qui a été faite dans une très très bonne revue, bien sûr, montre que ces humains de Luzonensis, c'est comme ça qu'ils ont été appelés à cause de l'île de Luzon, sont également très différents de ce qu'on peut s'attendre. Encore une fois, nous sommes face à des fossiles qui étaient très loin du continent, de l'Asie continentale, dans une île dans laquelle on sait elle a été isolée pendant très très longtemps. Et même la chose très importante, c'est que pour Flores et pour Luzon, même au moment des fluctuations climatiques provoquées par des aires glaciaires dans lesquelles le niveau des mers descend très très bas, même jusqu'à 120 mètres, Luzon et Flores étaient toujours deux îles. Donc il n'y a jamais eu de contact avec la terre ferme. Donc ça c'est très important. Nous nous trouvons avec cet homme de Luzon dans la même situation. Alors ce sont des fossiles également qui ont été bien datés aux alentours de 60-50 000 ans. Et vous voyez donc encore une fois une espèce qui est à la fois différente de celle de Flores, qui est contemporaine d'autres humains que nous allons voir en Eurasie, notamment les Denisoviens, Néandertal bien sûr en Europe, et également Homo sapiens en Afrique. Et ces fossiles, encore une fois, ont été trouvés dans les fouilles. On a plusieurs individus. Alors on n'en a pas autant qu'à Flores, mais on a quand même au moins 3 individus, dont un jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ces fossiles ont des caractères extrêmement particuliers. Extrêmement particuliers, ce sont des fossiles qui ne sont pas très très grands. On évalue leur taille aux alentours de 1,40 m, donc vous voyez un peu plus grand que Flores, mais pas beaucoup. Et encore une fois, tous les os qui ont été extrêmement bien étudiés avec des méthodes absolument indiscutablement modernes qui montrent l'intérieur de la structure des os. Donc on a fait des analyses 3D donc, dans les dents, dans les os. Ça nous montre encore une fois que nous sommes face à des fossiles qui ont à la fois des caractères primitifs et des caractères qu'on pourrait qualifier de modernes. Alors parmi les caractères primitifs, par exemple, les racines des prémolaires ont 3 racines, alors que chez nous, Homo sapiens, on a 2 racines, et chez les ancêtres d'Homo sapiens, également 2 racines. Et si vous regardez sur l'image de droite, eh bien, je vous ai mis une phalange du pied qui a été très très bien étudiée, et ce sont 3 phalanges. La première que vous voyez, c'est d'un australopithèque, la deuxième, c'est de ce fameux Homo de Luzonensis, et la troisième d'Homo sapiens. Et vous voyez d'une part
que les deux premières donc, se ressemblent beaucoup et s'éloignent de celles de Sapiens, notamment par la courbure. C'est-à-dire qu'on a une courbure dans cet homme de Luzon qui est semblable à celle qu'on voit sur certains australopithèques, et personne ne doute que certaines espèces d'australopithèques étaient encore des grimpeurs. Donc, vous voyez quelque chose qui est troublant. D'un côté, nous avons des individus de faible taille, mais avec des caractères qui ne sont de bipèdes, mais des bipèdes qui pouvaient être également grimpeurs. Donc, c'est quelque chose qui est assez singulier et qui porte quand même à porter de toute façon les auteurs de la publication, Florent Détroit et ses collaborateurs, à créer une nouvelle espèce. Alors, encore une fois, l'explication la plus simple qui peut être donnée, c'est que cette espèce a évolué dans un milieu fermé et donc sans vraiment d'apport de l'extérieur. Donc, il y a eu une dérive de certains caractères, exactement comme à Flores. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était les humains les plus anciens qu'on avait trouvés dans cette grotte de Callao à Luzon. Mais depuis, on a trouvé un autre site dans la même île, pas très loin de ce site, à 30 km environ. Dans le site de Kalinga, on a trouvé, hélas, pas des humains, mais des outils taillés, et des outils taillés qui ont environ 710 000 ans. Donc, vous voyez, quand on cherche, on trouve, mais on trouve quoi? On trouve encore une fois des outils très anciens qui montrent bien que ces humains ne sont pas arrivés dans les derniers 100 000 ans. Ils étaient là bien avant, puisqu'on a des traces de présence humaine, mais des humains qui, de toute façon, à moins d'imaginer une navigation très ancienne, n'ont pu arriver que par ce qu'on pense aujourd'hui plus plausible, c'est qu'au cours de certains tsunamis, où des morceaux entiers de terrain partent et dérivent dans la mer, qu'ils partent ces morceaux entiers avec des faunes et des humains, et qui vont peupler ces îles. C'est l'explication qui semble la plus probable aujourd'hui. Mais vous voyez que nous sommes face à deux espèces qui posent vraiment des questions. Et encore une fois, j'attire vos attentions sur vraiment la position géographique de ces deux espèces. Parce que si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, c'est l'isolement géographique et le fait qu'il n'y ait pas de contact qui peut expliquer la formation d'une espèce. Et ce cas que nous voyons pour ces deux, pour l'Indonésie et pour les Philippines, on le retrouve également pour une autre espèce, cette fois-ci qui ne se trouve pas en Asie, mais en Afrique, c'est l'espèce Homo naledi. Alors, Homo naledi, c'est donc une espèce également récente. Les fossiles ont été découverts en 2013, donc vous voyez, le XXIe siècle est riche en découvertes, au cours de fouilles également. Ils ont été publiés d'abord en 2014, ensuite en 2015, et puis il y a eu d'autres publications pour ajuster l'âge en 2016-2017. Et les fossiles de Naledi, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce que c'est aujourd'hui la plus grande collection de fossiles que nous avons en Afrique. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est important. Alors c'est une chance, parce que si nous n'avions trouvé qu'un ou deux fragments, encore, il y aurait eu des discussions, on aurait créé des nouvelles espèces, on se serait posé beaucoup de questions, mais ce Homo naledi a été trouvé dans deux cavités. La cavité la plus importante est celle d'Inaledi. Il y a une autre cavité qui s'appelle l'Essedi, et dans ces deux cavités, vous avez ici une représentation de la cavité d'Inaledi. Vous voyez, ce sont des karstes dans lesquels il y a vraiment des cavités à l'intérieur de ces karstes. Et je vous laisse regarder bien l'image. Ça vous donne une idée de la difficulté
pour accéder à l'endroit, à la chambre de Dinalidi où il y a tous les fossiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des endroits dans lesquels il faut quasiment tomber de plusieurs mètres, de plus de 20 mètres pour accéder à cette pièce et de cette énorme chambre où il y a tous les os fossiles. Et je peux vous dire que c'est tellement difficile d'accès que c'est assez amusant. Ils ont les fouilleurs, les équipes qui ont fouillé à Dinaledi et ensuite à Lezedi, ont mis des annonces par Twitter, sur le web, sur leur site, pour demander, pour dire qu'ils avaient besoin de fouilleurs, mais ils précisaient bien que les fouilleurs devaient être de petite taille, très minces, justement pour pouvoir accéder à ces fossiles. Donc c'est peut-être une des fouilles dans lesquelles il y a le plus de femmes, parce que justement, comme vous savez, nous avons encore des dimorphismes sexuels, pas toujours, mais dans certaines populations, les femmes sont encore plus petites que les hommes. Alors c'est, je vous disais, une collection énorme. Pour vous donner une idée, à Dinaledi, on a plus de 1550 os, 137 dents, et certaines, 58, sont sur les maxillaires et dans les mandibules. Dans la cavité de l'Essidi, on a 130 restes qui sont attribués à 2 adultes et un jeune enfant. Donc, vous voyez, c'est une collection énorme et c'est vraiment une chance pour nous. Alors, la surprise est venue de plusieurs choses. Alors, d'une part, quand il y a une découverte comme ça, spectaculaire, eh bien, on s'attend d'avoir une découverte spectaculaire publiée dans une revue comme Nature, comme Science. Et la surprise, les auteurs l'ont publiée dans une revue en ligne qui a une bonne réputation, mais quand même que la plupart des scientifiques ne connaissaient pas bien. Et donc, c'était déjà la première surprise. Et la deuxième surprise, c'est qu'encore une fois, nous sommes face à des fossiles qui sont absolument atypiques. Alors, quand il y a eu la première publication, en 2014 et 2015, on ne connaissait pas vraiment l'âge de ces fossiles. Parce qu'il y a un grand problème dans ces cavités, et c'est un problème et une question qui se pose. On a trouvé des os humains, on n'a pas trouvé d'os de faune, il n'y a pas du tout de faune, il n'y a pas du tout d'outils, il n'y a rien qui ne peut nous indiquer l'âge du dépôt d'une façon indirecte. Et d'ailleurs, ça pose des questions. Comment ces humains sont arrivés là-bas? Qui les a déposés? Ont-ils été déposés? Et donc, la chose qu'on a vraiment, on s'est rendu compte, encore une fois, qu'on était face à des bipèdes assez particuliers comme nous allons le voir, avec des très petites capacités crâniennes, des capacités crâniennes comparables à celles d'Homo habilis. Et vous voyez entre 465 et 560 cm3 pour les plus gros. Et donc c'est quelque chose qui était assez étonnant. Et à partir des capacités crâniennes de la morphologie, dans les premières publications, les auteurs avaient défini que c'était des fossiles qui devaient avoir environ datés de 1 million ou peut-être même 2 millions d'années. Et voilà qu'ils ont été datés en 2017. Nous avons des dates bien précises aujourd'hui et on sait que ces fossiles ont environ 300 000 ans. C'est-à-dire les plus jeunes ont 250 000 ans, les plus anciens 330 000 ans. Donc, encore une fois, nous sommes face à des fossiles, à une espèce qui est bien différente de tout ce qu'on connaissait pour 300 000 ans. Voilà la quantité de choses que nous avons d'os qui ont été recueillis à Dinaledi. Et vous voyez, ça permet de faire vraiment des études très poussées, parce qu'on a d'une part une main droite entière, mais on a également, pour la main, encore 110 os. Donc ça permet de faire des comparaisons. Ça ne permet pas de dire, oui, mais c'est un individu particulier, peut-être il avait quelque chose de particulier. Non, là on a quasiment une variabilité de population, vous voyez, quand on a tous ces os. Et on s'est rendu compte que, encore une fois, ils sont surprenants, ils ne sont pas très grands, ils ont 1,50 m, pesaient environ 45 kg, ce n'est pas ça qui est le plus gênant.
Mais le plus gênant, c'est qu'encore une fois, c'est des caractères qui sont vraiment entre ce qu'on voit chez les chimpanzés des Homo habilis et ce qu'on voit chez les hommes modernes. C'est-à-dire que tout le haut du corps, la ceinture scapulaire, est plus proche de ce qu'on connaît des chimpanzés, de Homo habilis, que de Homo sapiens ou d'autres fossiles qui ont 300 000 ans. Et le pied est un pied d'Homo sapiens avec simplement une particularité, des phalanges qui sont extrêmement recourbées, comme on trouve chez les australopithèques qui étaient des grimpeurs. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement étonnant comme anatomie. Si vous regardez par exemple la scapula, qui a été étudiée également par un collègue français, Jean-Luc Voisin, eh bien on se trouve, c'est la deuxième dans l'image, c'est l'image D que vous avez sur la diapositive, eh bien la direction de la cavité qui s'articule avec l'humérus, donc c'est la même direction que chez des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans, qui sont des grimpeurs et qui ne sont pas des bipèdes. Vous voyez que c'est quelque chose de très surprenant. Chez nous, cette cavité glénoïde, cette cavité qui s'articule, eh bien, elle s'articule, elle est horizontale, elle n'est pas du tout dans cette position verticale. Donc, ça montre bien que le membre supérieur avait des possibilités de arborécalisme, ce qui est étonnant pour un bipède de cette taille-là. Et il y a énormément de caractères qui sont vraiment à tout niveau surprenants. Alors, ça a été interprété d'une façon un peu en regardant le milieu dans lequel vivait Homo naledi, en regardant les autres fossiles qui vivaient dans le même milieu avant Naledi, donc des australopithèques qui vivaient dans cette région, en Afrique du Sud, eh bien on s'est dit c'est peut-être l'environnement. Ces fossiles sont absolument adaptés à l'environnement, qui est un environnement de falaises, de grands ravins, qui peut-être donc permettait des possibilités de grimper, de s'isoler de certains prédateurs, parce que ce n'est pas un endroit où il y a également beaucoup d'arbres. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Et encore une fois, comme dans le cas des deux espèces dont je viens de vous parler asiatiques, se pose la question de l'origine de ces Homo naledi. On ne sait pas qui est l'ancêtre de ces fossiles. Alors, si nous regardons encore cette carte des nouvelles espèces, on peut comprendre des fossiles un peu étranges et des espèces dans des endroits un peu limitrophes, l'Afrique du Sud et les deux îles Flores et Luzon. En revanche, pour d'autres fossiles, c'est un peu moins évident parce que ce sont des espèces qui se situent dans des zones dans lesquelles elles ne sont pas, ces fossiles qu'on a trouvés ne sont pas isolés. Alors, je vous parlerai en particulier du fossile de Denisova, mais avant, je voudrais revenir sur cette notion d'espèce, parce que autant pour Luzon, Flores, Naledi, on peut comprendre qu'ils se sont détachés il y a très longtemps d'une population ancestrale et ils ont évolué d'une façon indépendante. En revanche, quand on se trouve en Eurasie, on peut être effectivement, il peut y avoir des barrières géographiques, mais elles ne sont pas aussi importantes que celles quand on se situe sur une île. Et la définition que nous avons d'espèce biologique est une définition qui se base, comme vous le voyez, la définition qu'on utilise vraiment, c'est sur l'interfécondité. Et vous pensez bien que cette définition, eh bien, elle n'est pas applicable aux fossiles, d'accord? Ou au moins, je dirais, elle n'était pas applicable jusqu'à une date récente, et nous allons revenir sur ce point. Alors, la définition d'espèce en paléoanthropologie, on la définit à partir du phénotype, à partir des caractères qu'on trouve sur les os et les dents. C'est ainsi, par exemple, que ce fameux crâne de Néandertal, ici représenté le mont Circé, eh bien, on le connaît très très bien pour ses caractères sur la face. C'est une face qu'on appelle en extension, dans laquelle il n'y a pas de creux, c'est-à-dire il n'y a pas ce qu'on appelle d'une façon technique la fosse canine,
qu'on connaît bien par la forme particulière du torus aux orbitaires qu'on dit continu. Et ce schéma donc, de phénotype, eh bien, on peut retracer au cours du temps l'origine de ces caractères et la formation de ces caractères. C'est ainsi que pour les Néandertaliens, qui est le groupe humain que nous connaissons le mieux, je vous rappelle que la première découverte de Néandertal a été faite en 1856, et depuis 1856, nous étudions les Néandertaliens, donc vous pensez que, bien qu'on les connaît très très bien, nous disposons de plusieurs centaines de fossiles, et donc on connaît à la fois l'origine. Ici, vous voyez aux alentours de 350 000 ans, 450 000 ans, je vous ai mis un fossile que certains d'entre vous ont bien reconnu, c'est le fameux crâne de Totavel, qui n'est pas encore un néandertalien, mais qui présente des caractères qui annoncent les néandertaliens, notamment sur la face. Cette face qui commence à être en extension, qui a cette absence de fosse canine. Et ensuite, au cours du temps, jusqu'à arriver à l'époque des vrais néandertaliens, c'est-à-dire aux alentours de 120-150 000 ans, eh bien, nous avons toute une série de fossiles qui montrent que cette différenciation s'accentue. C'est ce qu'on a appelé un modèle de accrétion, c'est-à-dire qu'au cours du temps, on voit apparaître une augmentation des caractères néandertaliens au cours du temps, des plus anciens aux plus récents. Ça, c'était la méthode qu'on emploie, c'est la méthode que nous employons pour définir une espèce en paléoanthropologie, mais vous comprenez que c'est une méthode qui est un peu approximative, parce que combien de caractères faut-il différents pour définir une espèce? Est-ce qu'il suffit d'un seul caractère? Il suffit de 20 caractères? Certes, pour les Néandertaliens, nous sommes gâtés, nous les connaissons très très bien, et chaque fois qu'on regarde un os de Néandertalien, on se rend compte qu'il y a des particularités, et nous sommes vraiment dans le cas d'une espèce vraiment particulière. Alors aujourd'hui, on peut s'aider grâce à une nouvelle technique que nous avons depuis très très peu de temps, on peut dire depuis la fin du XXe siècle. On étudie les os et les dents des Néandertaliens, surtout les os, également du point de vue de la génétique. Il y a énormément de progrès qui ont été faits, qui ont permis de reconstruire une partie du génome des Néandertaliens. Sur cette diapositive, je vous ai mis une succession de dates très importantes. Depuis la première étude qui a été faite sur des fossiles en 1997, vous voyez, c'était de l'ADN mitochondrial qui était pris sur un os, sur un numérus du type de Néandertal, et pour récupérer 379 bases, on a pris un énorme fragment, chose que l'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on a amélioré considérablement les méthodes et il y a besoin que de quelques grammes de poussière d'os. Et depuis cette époque, on a travaillé sur l'ADN nucléaire et aujourd'hui, grâce à cet ADN nucléaire, nous connaissons l'histoire génétique des Néandertaliens, mais également d'Homo sapiens par comparaison et aussi d'une autre famille importante que nous allons voir, les Denisova. Alors voici ici une publication très importante. L'année 2010 est une année absolument incroyable pour les paléoanthropologues, parce que nous avons eu au mois de juin 2010 une publication qui nous a donné 60% de l'ADN nucléaire de Néandertal. Certes, cet ADN à l'époque a été fait à partir de 3 os différents, donc c'est une chimère de Néandertaliens, mais c'était des Néandertaliens. Et première surprise, après cette étude, pas simplement la surprise d'avoir 60% de l'ADN nucléaire de Néandertal, mais on s'est rendu compte que les Européens avaient entre 1,5 et 2% de gènes néandertaliens. Donc, à l'époque, on s'est demandé si c'était des caractères
archaïques, des gènes archaïques ou de l'ADN archaïque qui était partagé par Néandertal et par Sapiens. Mais nous savons aujourd'hui, grâce à plusieurs études sur l'ADN des Néandertaliens, que non, il y a eu réellement rencontre entre Néandertal et Sapiens. Nous allons revenir sur ce point. Mais toujours en 2010, une autre très grande découverte, c'est en particulier par l'ADN d'une population qu'on appelle Denisova, du nom de la grotte dont les fragments ont été extraits et qui ont permis d'avoir cet ADN. Et voilà un peu ce qu'on imagine de cette origine des Denisoviens. On pense que c'est un groupe frère de Néandertal et de Sapiens. C'est-à-dire qu'à partir d'un ancêtre commun, par différenciation génétique, en Europe, on a les Néandertaliens, en Asie, nous avons les Denisoviens, et en Afrique, les Homo sapiens. Et naturellement, comme vous pouvez voir dans cette carte, il y a une petite zone, il y a des zones de recouvrement. Donc, c'est des zones dans lesquelles les deux populations se sont côtoyées, Néandertal et Sapiens. Et en 2018, nous avons eu la preuve génétique de ce métissage par l'étude de ce petit os que vous voyez, ça fait 2 cm. Et ce petit os qui a été trouvé parmi des milliers d'os dans la grotte de Denisova a été étudié avec une nouvelle technique qu'on appelle la zoom. On pourra revenir sur cette technique qui permet vraiment de pouvoir identifier à quelle espèce appartient l'os en question. Et on s'est rendu compte que ce fragment d'os appartenait à un métis Néandertal et Denisova. Voilà dans la grotte de Denisova l'ensemble des os qui ont été trouvés. Vous voyez, ce n'est pas spectaculaire, hein, ce sont des fragments. Mais ces fragments nous ont montré 2 choses importantes. D'une part, qu'il y a des Néandertaliens. Le fameux Denisova 5 n'est pas un Denisova, mais c'est un Néandertalien. Donc la grotte a été occupée à la fois par Néandertal et par Denisova, au point qu'il y a eu ces métis. Et en plus, ça a été occupé sur une très longue période, sur vraiment une période très longue. Alors, ces hybridations ne concernent pas uniquement Néandertal et Denisova, mais concernent également Néandertal et Sapiens, c'est Denisova et Sapiens. Et vous voyez que selon les régions géographiques du monde, l'apport de génétique dans le patrimoine de Sapiens n'est pas le même. Il est très important entre Denisova et les Mélanésiens, par exemple, dans le sud-ouest de l'Asie, et un peu moins important entre Denisova et les Asiatiques continentaux, et ainsi de suite. Ça montre bien qu'il y a eu des déplacements de population, que le métissage n'a pas été toujours très important, mais de toute façon, il a été suffisamment important pour qu'il en reste encore aujourd'hui dans les traces des Européens ou des Asiatiques des traces de ces mélanges. Alors, je reviens sur Denisova, que vous avez vu représenté dans la grotte de Denisova par des petits fragments. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres Denisoviens. La mandibule de Ziaé, qui a été donc étudiée et publiée en 2019, c'est une mandibule, hélas, qui a été trouvée il y a très longtemps et qui, dans des conditions qui sont un peu difficiles, donc ça ne permet pas de... C'est pas la même chose que trouver des fossiles au cours des fouilles, mais l'étude a été très bien menée. Il y a eu également des études sur les sédiments de l'endroit supposé d'où provient la mandibule, ce qui permet d'avoir un âge d'environ 160 000 ans. Et c'est une mandibule qui ne vient pas de Denisova, mais du Tibet. Donc, vous voyez, la population dénisovienne était très étendue.
Sans doute que Denisova représentait la partie la plus à l'est de la population de Denisova. Et personnellement, je mettrais dans ce groupe, et je ne suis pas la seule à le penser, un fossile qui a été publié en 2021, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le fameux Homo longi, que vous connaissez peut-être mieux, parce que la grande presse en a fait écho, par le nom de Dragon Man, l'homme dragon. C'est une publication également de 2021. Et dans cette publication, nous nous trouvons face à un fossile qui a été trouvé dans les années 30. Je n'ai pas le temps, sinon l'histoire de ce fossile est vraiment très intéressante du point de vue histoire qu'il a eu depuis sa découverte. Et ce fossile qu'on date aux environs de 140 000 ans, pour nos collègues chinois, c'est une nouvelle espèce. Moi, je pense que, vu l'âge qu'elle a, vu la morphologie, vu ce que nous savons des dents des Denisova, on pourra la mettre sans problème dans l'espèce Denisova. Je ne pense pas que l'espèce Homo longi soit une véritable espèce. Je pense que c'est peut-être pratique pour nos collègues chinois de parler de Homo longi, mais c'est sans doute un des fossiles que nous pouvons rattacher à cette population de Denisova. Alors, il nous reste à parler encore de deux autres fossiles, et en particulier le tout dernier, qui est l'espèce dont je vous ai dit et qui date pas plus qu'il y a une semaine, Homo bodoensis. C'est une espèce qui a été faite à partir de fossiles qui ont déjà été trouvés il y a déjà fort longtemps, plus d'une trentaine d'années. Voilà le fossile de Bodo. Et l'espèce a été créée par ces chercheurs parce qu'ils pensent qu'il y a trop de confusion, et c'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans les fossiles africains, parce que nous avons très peu de fossiles dans les derniers 600 000 ans en Afrique, et on ne sait pas comment les classer. Parce que si on les met dans Homo heidelbergensis, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, eh bien, ils ne sont pas tout à fait comme les Homo heidelbergensis européens. Et puis, il y a une différence entre les fossiles qui ont 600 000 ans et ceux qui ont 300 000 ans. Donc, ces chercheurs pensent simplifier l'histoire en créant ce genre, cette espèce particulière. Personnellement, je pense que ça va compliquer encore les histoires parce qu'on ne saura plus de qui on parle vraiment. Et moi, je préférais rester avec une espèce qui est bien sûr imparfaite, Homo heidelbergensis, qui est une espèce que je considère à la fois présente en Afrique et en Europe, mais garder le nom lorsqu'on aura plus de découvertes et qu'on aura plus de fossiles dans lesquels on pourra bien individualiser cet Homo bodoensis par rapport à Homo heidelbergensis. Enfin, je vous ai parlé de zones de contact entre les différentes espèces. Je vous ai parlé de contact entre Néandertal et Denisova. Mais il ne faut pas oublier une très grande zone de contact que j'ai indiquée ici en vert. C'est la zone de contact entre le monde de Néandertal, le monde de Denisova et le monde de Sapiens. C'est une zone de contact qu'on peut identifier dans le Levant, dans le Proche-Orient et dans la péninsule arabique. Alors, je vous montre cette zone de contact parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs hybridations. Nous avons vu des Néandertaliens qui se sont hybridés avec des Denisoviens en Asie, dans la grotte de Denisova. Nous savons qu'il y a eu sans doute des hybridations il y a environ 100 000 ans au Proche-Orient. C'est la génétique qui nous le montre, par des calculs de distance génétique. Et je pense que c'est dans ce cas de figure, par hybridation entre Homo sapiens et Néandertal, qu'il faut rattacher le site de Necher Ramla. C'est encore une espèce qui a été créée en 2021. Les découvreurs de ce site ont publié cette année les fossiles qu'ils ont trouvés. Des fossiles qui sont datés environ à 160-170 000 ans. Et ce qui est très intéressant,
c'est que vous voyez, c'est en cours d'une fouille. Je ne critique absolument pas la fouille, absolument pas la découverte, qui est absolument magnifique, et absolument pas les associations qui ont été faites avec la faune, etc. Je critique simplement le fait d'avoir donné à cette mandibule incomplète et à ce pariétal le nom d'une espèce différente. Parce que, comme le disent les découvreurs eux-mêmes, et en particulier Israël Erkovitz, qui est représenté ici dans la photo, eh bien, sur la mandibule en particulier, vous avez des caractères que, si on avait trouvé cette mandibule en Europe, personne n'aurait mis en doute qu'il s'agissait d'un néandertalien. La position du foramen mentonnier est celle que l'on voit chez les néandertaliens. La morphologie de la deuxième molaire est celle que l'on retrouve chez les néandertaliens. Donc, le pariétal, c'est un des os qui est le moins diagnostique pour Néandertal. Je pense simplement que nous sommes dans cette zone de contact entre des fossiles néandertaliens et des fossiles des populations locales, qui sont des populations qui s'étendent de l'Afrique, qui sont sapiens, et c'est peut-être des hybrides, mais certainement pas, pour moi, une espèce différente. J'aurais même tendance à les mettre dans des néandertaliens. Et si vraiment la date est 170 000 ans pour ces deux restes humains, ben, ils sont assez semblables aux fossiles de 110 000 ans que nous connaissons en Europe à la même époque. Alors voilà ce qu'on peut en dire. Je vous rappelle brièvement que nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une seule sortie d'Afrique. Autrefois, on parlait de la sortie d'Afrique aux alentours de 80 000 ans, 60 000 ans. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des extensions des expansions de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est, d'abord vers la péninsule arabique. On le sait par des traces d'outils que l'on trouve à environ 130 000 ans en péninsule arabique. Nous le savons également par la présence d'un fossile daté de 190 000 ans qui a été trouvé en Israël, qu'on appelle le fossile de Mycilia, qui ressemble beaucoup à Homo sapiens de la même époque. Donc nous avons un panorama de l'histoire de notre histoire, de nos rencontres avec d'autres espèces, qui est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait même il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Nous voyons qu'à l'époque où Homo sapiens se trouve en Afrique, nous avons en Europe des Néandertaliens, en Asie continentale des Dénisoviens et aussi dans une partie de l'Asie insulaire. Nous avons dans des îles comme Flores et Luzon 2 autres espèces, et nous avons en Afrique du Sud une espèce encore mystérieuse qui est l'espèce de Naledi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'espèces à la même époque, et nous savons vraiment que Homo sapiens s'est métissé avec Néandertal et avec Denisova. Je vous remercie de votre attention. Et je serai très contente de répondre à vos questions, si vous avez des questions. Oui, madame. Je crois qu'il faut attendre le micro, parce que sinon... Voilà. Donc, bonjour, merci pour la conférence. Donc la question, c'est par rapport au site de fouille, comment vous choisissez un site? C'est-à-dire que demain, vous allez creuser à côté, ou il y a quoi comme indice en fait pour aller... Alors pour quelle époque? Pour toutes les époques. Ben, c'est-à-dire, vous savez, on a des cartes géologiques. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé au Proche-Orient, en Israël. Il y a une faille qui est la suite de la Rift Valley. Et on connaît très bien par les cartes géologiques les sédiments sur lesquels on marche. On sait que dans cet endroit, c'est 700 000 ans, dans cet endroit, c'est 1 million d'années, dans cet endroit, c'est 200 000 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout à fait au hasard. C'est-à-dire que d'une part, il y a des cartes géologiques qui nous indiquent l'époque. Donc, c'est inutile d'aller fouiller pour, je ne sais pas, dans des sédiments de dinosaures pour chercher des humains.
hein, voilà, pour être vraiment grotesque. Et puis aussi, on fait parfois ce qu'on appelle des surveys. On se promène dans certains sites, on regarde qu'est-ce qui affleure dans les gisements. On trouve parfois des outils qui nous indiquent, qui sont quand même des marqueurs d'occupation. C'est-à-dire, la fouille n'est jamais tout à fait, comment dirais-je, on a quand même une idée. Et puis surtout, parfois, on a des problématiques. Vous voyez, par exemple, je donnais le cas de Flores. On a trouvé un autre site plus ancien que celui qu'on connaissait et qui a été publié de Luang Bua. Et on se dit, mais s'il y a des humains ici, il doit y en avoir ailleurs. Donc on cherche dans les mêmes sédiments pour voir si on trouve d'autres sites qui peuvent compléter nos connaissances. Oui, justement, concernant les restes de l'île de Flores, quand les restes à 700 000 ans ont été trouvés, on a dit qu'il pouvait y avoir une filiation entre cette espèce-là qui n'a pas été nommée, je crois, à 700 000 ans, et puis les restes de Floresiensis. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer plusieurs épisodes de nanisme acelleux, c'est-à-dire que les individus arrivés il y a plus de 700 000 ans ont subi un nanisme, et les ancêtres de Flores sont peut-être venus après pour subir à nouveau un nanisme, ou alors je ne sais pas quels sont les... Écoutez, votre hypothèse peut être juste. Il peut y avoir des populations qui sont arrivées à 700 000 ans et d'autres qui sont arrivées à 100 000 ans. Le problème, c'est que ce qu'on voit à Flores, c'est vraiment des individus très petits. Et même le site qu'on a, le Mata Mengue, de 700 000 ans, il y a simplement une dent. Mais la dent est petite, la mandibule est petite. Donc il y a déjà chez ces individus une forme de nanisme. Donc, l'hypothèse la plus parcimonieuse, déjà pour que les individus deviennent nains, il faut quand même un certain temps. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en 2-3 générations, vous comprenez? Donc, s'ils sont là 700 000 ans et qu'ils sont petits, ils sont arrivés bien avant. Combien avant? Je ne peux pas le vous dire, mais ils sont arrivés bien avant. Et après, pour Flores, vu qu'ils sont les plus anciens, dans le site de Flores, c'est 95 000 ans, puisqu'il y a déjà des individus qui sont de petite taille, là aussi, ils sont arrivés avant. Donc, disons que d'une façon plus parcimonieuse, c'est penser qu'il y a eu un peuplement et que ce peuplement perdure. Mais la chose, d'autant plus que, encore une fois, c'est très important, l'île de Flores a toujours été une île, même dans les époques où il y a eu des époques glaciaires, où l'eau des mers est descendue très très bas, même de 120 mètres, c'était toujours une île. Donc il faut aussi, le hasard a peut-être marché une fois, des gros bouts d'îles qui se sont détachés d'autres endroits, qui sont arrivés vers Flores, mais je ne sais pas combien de fois ce hasard peut marcher, je ne sais pas. Il faudrait faire des calculs de probabilité. Bonsoir. Bonsoir. Il y a à peu près moins de 20 espèces, à peu près, là, d'homo. Oui. Est-ce qu'on pourrait en trouver 10 de plus, 20 de plus, 50 de plus? Est-ce que... La question, c'est-à-dire on peut trouver des espèces. Hein, c'est-à-dire, vous voyez que déjà l'arbre, au cours de ces dernières années, s'est vraiment enrichi de beaucoup de nouvelles espèces. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai été un tout petit peu longue, je vous prie de m'excuser, c'est vraiment la question de comment définit-on une espèce du point de vue paléontologique. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la façon de définir les espèces, c'est à partir de leur phénotype, et c'est à partir d'éléments qui sont autour de ce phénotype. Quelle est la situation géographique? Est-ce qu'il y a des isolements géographiques? Par exemple, dans le cas de Flores, l'isolement ne fait aucun doute, puisque nous n'avons pas qu'un humain qui est tout petit, mais nous avons des éléphants nains, nous avons des oiseaux géants, c'est-à-dire nous avons ce que nous connaissons très très bien, que Darwin a décrit. Hein. Quand Darwin est allé aux Galapagos, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des tortues géantes, il a trouvé des choses qui étaient assez singulières. Et c'est vraiment quelque chose que l'on connaît depuis très très longtemps. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut trouver d'autres espèces. Oui, peut-être qu'on peut décider que, par exemple, les Denisova, puisque aujourd'hui les généticiens nous montrent que ce qu'on appelle les Denisova,
il y a une branche plus continentale, une branche plus, disons, du sud. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont deux espèces différentes? Je ne sais pas. Mais vous voyez, nous, on a des problèmes pour définir les espèces, mais les généticiens en ont aussi beaucoup. Hein. Mais il y a des régions entières du monde qui ne sont pas très explorées. Hein. Donc on peut imaginer qu'on peut trouver d'autres fossiles. Pardon, bonjour. Bonjour. Merci pour l'exposé. J'avais deux petites questions. La première, c'est comment vous faites pour dater? Je comprends les fossiles, comment vous les datez, mais c'est quand vous retrouvez des pierres et tout ça, comment vous faites pour les dater exactement? C'est la première question. Puis la deuxième question, c'est ça paraît curieux que un Néandertal et cette capacité cérébrale, comment on explique ça? Et est-ce que c'est atypique, c'est anormal? Alors, deux questions. La première, les datations. Alors, les datations, je pense que vous allez en parler beaucoup la semaine prochaine à cause des outils qui ont plus de 3 millions d'années. Alors, il y a déjà ce qu'on appelait autrefois les datations indirectes. C'est-à-dire, on est dans une certaine stratigraphie, on trouve des faunes, des animaux, et on connaît plus ou moins l'évolution de certaines espèces. Par exemple, à Dmanisi, au départ, dans ce site où on a trouvé des hominidés, les plus anciens humains hors d'Afrique d'1,8 million, ce qui était étonnant, c'est les faunes qui étaient associées, qui est une faune qu'on appelle villafranchienne. C'est un étage géologique. Et donc, au départ, on s'est dit des humains, c'était simplement une petite mandibule qu'on avait trouvée dans du villafranchien. Ça paraissait bizarre à 1,8 million. Aujourd'hui, on a d'autres méthodes de datation qui sont des datations un peu plus directes. On date directement les os ou les outils. Les os, on peut dater selon l'époque par ce qu'on appelle, par exemple, à Luzon, on a daté par uranium-thorium. Vous voyez, c'est une méthode. Et ce sont des méthodes qui doivent prendre en considération l'humidité de l'endroit où les os ont été mis. Vous voyez, c'est pour ça qu'on donne toujours une fourchette. On ne donne jamais une datation très très précise. Après, il y a des datations qu'on fait également à partir de la génétique, en calculant des distances génétiques. Mais la question des datations est très complexe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le domaine des datations, là encore, j'en ai pas parlé parce qu'en 1 heure, on ne peut pas tout aborder. On a fait des énormes progrès ces dernières années, y compris dans le carbone 14. On a fait des énormes progrès. La deuxième question concernait la capacité crânienne. Alors, ça vous paraît étonnant qu'un néandertalien ait une grande capacité crânienne. Alors, les néandertaliens ont une très grande capacité crânienne, plus grande que la moyenne actuelle de nous, Homo sapiens. Alors, la chose qu'il faut voir, et c'est pour ça que je vous ai fait voir ces schémas dans lesquels je vous ai fait voir les Néandertaliens en Europe, les Sapiens en Afrique et les Denisoviens en Asie, à partir d'un ancêtre commun, parce que ce qu'on voit très très bien, c'est que à la fois l'ancêtre commun de Néandertal, de Sapiens et sans doute de Denisova avait des très grandes capacités crâniennes. Dans l'histoire évolutive du genre Homo, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation graduelle et progressive de la capacité crânienne, et la capacité crânienne est proportionnelle à la taille corporelle jusqu'à environ 600 000 ans. À partir de 600 000 ans, ce qui se passe, c'est qu'on a des fossiles qui ont une taille crânienne très importante, qui n'est plus seulement en proportion avec la taille du corps, mais qui dépasse, c'est ce qu'on appelle le coefficient de encéphalisation, c'est-à-dire il n'est plus proportionnel à la taille, mais la tête grandit pas en proportion de la taille. Elle grandit beaucoup plus vite. Ça, c'est un caractère d'Homo sapiens. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a 600 000 ans environ, il y avait des individus avec une très très grande capacité crânienne. Alors, beaucoup d'hypothèses ont été formulées pour expliquer cette grande capacité crânienne. Une des hypothèses qui est la plus fiable, celle qui est la plus, je dirais, partagée qui fait consensus aujourd'hui, c'est que cette capacité crânienne grande
coïncide avec un changement culturel très important qui est l'utilisation du feu. Et l'utilisation du feu, c'est une chose, c'est-à-dire, on sait qu'il y a des traces de feu dans des sites très anciens. On en a 1,8 million, 1,2 million. Mais à partir de 600, 700 000 ans, on voit que beaucoup de sites, on voit des traces de feu. C'est peut-être pas du feu domestiqué, mais c'est du feu apprivoisé. Et ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'avec ce feu apprivoisé, eh bien, ça a apporté un changement culturel important, mais surtout un changement biologique. Ça a permis de cuire les aliments, et on observe à ce moment-là une réduction de toutes les structures qui sont dues à la mastication. Vous voyez des crêtes très accentuées dans le crâne, pour les temporaux, pour les masséters. Et on pense également que ça a facilité la digestion, parce que la digestion du cru est très coûteuse en énergie, d'accord? Et en plus, on digère beaucoup moins le cru que le cuit. Et donc, ça a donné plus d'énergie aux humains, et cette énergie a été redistribuée, au lieu de la dépenser pour la mastication, pour la digestion, c'était redistribué pour faire fonctionner le cerveau, et ça a permis un élargissement du cerveau. C'est l'hypothèse qui aujourd'hui est celle qui a fait le plus de consensus. Et on observe ça chez les ancêtres à la fois de Sapiens, Néandertal, et si on pense qu'un crâne comme celui de Harbin, que je vous ai fait voir, ce fameux Dragonman, est un Denisovien, vous voyez qu'il a une très grande capacité crânienne. D'autres questions? Merci, oui, c'est moins sur la... Enfin, c'est plutôt sur l'environnement technique. Est-ce que cette présentation sera mise à disposition sur un site? Et est-ce que le PDF également ou pas? Alors, je crois que c'est en direct sur Merci. YouTube, et je pense que ça restera, mais je pense que Madame va vous expliquer mieux que moi. Oui, c'est disponible donc sur le site internet de la Cité des Sciences, donc dans ressources en ligne, conférences en ligne, et ensuite vous verrez, elles sont classées par thème. Voilà, donc en fait, dans un premier temps, dès demain, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie, et dans quelques temps, sur le site de la Cité. Voilà, je vous en prie. Alors, on a une question, du coup, sur YouTube. Pourrait-on imaginer des allers-retours Eurasie-Afrique qui brouillent les phénotypes? Oui. Alors déjà, je suis passée très très vite, hein. Je vous ai dit que, par exemple, les Européens avaient environ 2% de gènes néandertaliens, les Asiatiques en ont un peu, mais les Africains n'en avaient pas. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. On sait qu'il y a eu des... Parce qu'on voit toujours les mouvements du sud vers le nord, mais il y a eu aussi des mouvements du nord vers le sud. Et en particulier, on envisage qu'il y a, au moment de la grande ère glaciaire, il y a environ 20 000 ans en Europe, il y a eu des mouvements de population vers l'Afrique du Nord. Et on voit que certaines populations africaines au-dessus du Sahara, présentent un faible taux de gènes néandertaliens. Donc, il est possible également, donc on parle toujours de sortie d'Afrique à partir de l'Afrique de l'Est vers le Proche-Orient, la péninsule arabique et après beaucoup plus loin vers l'Eurasie, mais il est possible qu'il y ait eu des populations de la péninsule arabique qui soient repassées en Afrique. Ça, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'on voit très très bien, c'est que la variabilité humaine des populations en Eurasie, c'est-à-dire en Europe et en Asie, est une variabilité qui est moins importante que la variabilité humaine qu'on a en Afrique. Donc, l'hypothèse la plus facile, parcimonieuse, c'est de penser qu'une partie, mais simplement une partie des populations africaines ont migré vers l'Eurasie, et c'est pour ça qu'on a cette faible variabilité en Eurasie par rapport à l'Afrique, mais il est possible qu'il y ait eu des retours qui brouillent un peu les cartes.
Alors, on a une autre question. Qu'est-ce qu'on peut dire des découvertes du Djebel Iroud au Maroc? Et peut-on parler d'Homo sapiens âgé de 300 000 ans? Alors, j'en ai parlé rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des premières diapositives. J'ai dit que autrefois on pensait que l'origine d'Homo sapiens était une origine simplement en Afrique de l'Est, puisque les fossiles les plus anciens, on les avait en Éthiopie et un peu en Afrique du Sud. Mais depuis les études de 2017 qui ont été faites à partir de nouvelles fouilles qui ont été faites par l'équipe de Jean-Jacques Hublin au Maroc, on sait que les fossiles de Djebel Iroud sont plus vieux qu'on ne le croyait, d'environ 300 voire 315 000 ans. Et ces fossiles ne sont pas des néandertaliens, ce sont des fossiles qu'on appelait autrefois Homo sapiens archaïques, mais ce sont des Homo sapiens qui présentent des caractères un peu particuliers d'Homo sapiens, parce que par exemple, le menton, il n'y a pas de menton osseux, qui a un des caractères d'Homo sapiens, mais ce sont des fossiles de 300 000 ans. Donc eux-mêmes, Homo sapiens va évoluer. Alors on trouve des Homo sapiens à Djebel Iroud en Afrique du Nord à 300 000 ans. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à 300 000 ans, l'Afrique devait être, on le suppose, une sorte de patchwork. Je vous ai parlé de Homo naledi en Afrique du Sud à 330 000 ans, à 250 000 ans. Donc vous voyez, au même moment où on a des Homo sapiens, on a aussi des poches avec d'autres individus. Et on pense que le premier métissage que fait Homo sapiens, ce n'est pas à l'extérieur de l'Afrique, mais c'est à l'intérieur de l'Afrique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur le chat, j'en ai plus non plus. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Alors, merci infiniment. Et du coup, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Donc, nous accueillerons Sandrine Pratt pour un voyage au Kenya. Voilà. Et on verra Merci que. beaucoup. Merci. Bonne soirée, mon retour.